Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Zaku. Comment ça va Zaku? Eh ben ça va bien mon cher Pix, merci pour l'invitation, ça fait très plaisir, on n'a jamais rien fait ensemble, donc c'est très très cool. Moi, je suis honoré que tu fasses une vidéo avec moi. Donc, j'aime beaucoup ton contenu même si bon, t'as un peu stoppé, mais t'es quand même quelqu'un qui commente souvent sur ma chaîne et sur les autres chaînes YouTube koh, donc ça me fait très plaisir de l'avoir avec moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce qui nous attend, c'est donc les twists. Voilà, on va donner notre avis sur les twists majeurs de koh. Donc voilà, vous allez voir avec nous comment ça va se passer et bah on va un à un donner notre avis donc sur les twists, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et on va commencer tout de suite du coup par le premier. C'est arrivé en 2004, c'est le premier twist de l'histoire de koh. C'est l'homme versus femme du coup. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Zakou, toi, de ce twist-là? Étrangement, homme versus femme, c'est un twist qui peut faire peur et qui a déjà fait peur à certains moments, mais globalement c'est arrivé 2 fois, je crois que dans Panama et dans Vietnam, donc étrangement c'est un twist qui peut faire peur, on peut se dire que ça va être déséquilibré entre les hommes et les femmes, que ça va raviver un sexisme et, et mettre en place ce truc qui est complètement débile et qui saoule très souvent. Mais globalement, quand il y a eu ce twist dans les saisons, j'ai plutôt bien aimé la partie où il était en place, parce que ça dure jamais très longtemps, ça dure que 2 épisodes à chaque fois. Je suis d'accord avec toi en général. Moi, en plus, j'ai commencé par koh Vietnam et je dirais que c'est même ça qui m'a attiré par regarder koh, c'est de voir les hommes et les femmes. C'est-à-dire que c'est un twist qui est très visuel en fait. Et ça fonctionne. Voilà, je vais être honnête, moi je trouve pas que c'est un mauvais twist. Après, c'est pas l'un des twists les plus construits et les plus parlants, on va dire, au niveau du jeu. Mais bon, en général, c'est un twist assez sympathique à mettre en place. Donc on va enchaîner ensuite avec un autre twist assez visuel, c'est du coup le choc des générations, jeunes et anciens. Alors ça, ils l'ont fait que 2 fois également, non 3 fois, 3 fois. excusez-moi. Ouais, avec Pacifique, Vanuatu et également dans koh Fidji. Alors on va pas parler de l'île du paradis perdu en Fidji et de ce que ça commence à fonctionner, mais juste du twist en lui-même, je trouve que c'est un bon twist. Franchement, je préfère celui-ci que, je dirais, le choc des sexes avec les hommes et les femmes, car là, on a deux visions en fait. On va aller chercher plus loin que du coup voilà, le sexe avec l'homme et la femme. On va aller chercher les générations, c'est-à-dire les jeunes et les anciens, l'expérience et la fougue. Et je trouve que voilà, honnêtement, ça a toujours bien fonctionné. Je sais pas ce que tu en penses, du coup. Alors, c'est un twist qui fonctionne très bien, parce que vraiment, à chaque fois, on a 2 équipes qui sont diamétralement opposées. Et globalement, on a eu 2 saisons où c'est plutôt les jeunes qui avaient l'avantage, et une saison où c'était plutôt les anciens. Donc c'est bien, c'est plutôt équilibré. Mais le seul problème que je trouve au twist, c'est que ça sépare vraiment trop les équipes, et que c'est très compliqué de créer des alliances inter-équipes. En marquant autant une barrière entre les 2 équipes en disant vous êtes les jeunes, vous êtes les vieux, ça, c'est très difficile de faire des alliances. Alors on en a vu un petit peu dans Vanuatu, il y avait Gaël qui était très proche de Nathalie, ou dans Fidji, le paradis perdu faisait qu'il y avait des rapprochements entre les jeunes et les vieux. Mais globalement, ça donne des saisons qui sont assez plates post-réunification. Mais l'après-réunification est souvent très très bonne à regarder. Du coup, on va enchaîner ensuite avec un tweet qui fait jaser les fans de koh. Je l'ai inclus dans la liste. C'est donc les anciens sportifs versus les anciens candidats de koh. Qu'est-ce que tu penses, Sakou, de ce mélange entre les sportifs et donc les anciens candidats de koh? C'est compliqué parce que on a eu qu'une seule saison pour se faire un avis sur ce twist-là. Et malheureusement, la sélection des sportifs était. C'est des gens qui ne connaissaient absolument pas l'émission. Donc, ils étaient un peu perdus en survie, même s'ils ont quand même fait des prouesses. Et surtout, ils connaissaient rien aux épreuves et ils connaissaient rien en stratégie. Du coup, ils perdaient beaucoup d'épreuves parce qu'ils ne connaissaient juste pas les règles, ou alors ils étaient incapables de comprendre que les votes dans koh c'était important. Donc c'est très difficile de se faire un avis, mais je pense qu'avec des sportifs qui connaissent plutôt bien l'émission, on pourra avoir quelque chose qui est quand même un peu meilleur. Et globalement, en vrai, avec les dernières saisons, on a quand même beaucoup de sportifs très accomplis, beaucoup plus qu'à l'époque. Des Mathieu, des Cater, même un Dorian, c'est limite des niveaux sportifs professionnels. Hein. Mathieu, c'est même un champion. Quoi. Donc
ça empêche pas d'avoir des bons candidats, d'avoir des sportifs. Juste, c'est très difficile de se visualiser et il faut quand même des fans de Koh-Lanta. Globalement, Gwendal, dans les sportifs, qui était lui un fan, c'était un des plus intéressants, justement parce qu'il connaissait Koh-Lanta et qu'il aimait bien la survie, etc. Et ben moi je suis complètement d'accord avec toi, hein. Honnêtement, c'est un twist qui, comme ça, c'est vrai que ça fait moins Koh-Lanta de mettre des personnalités connues. Mais bon, ce qui est dommage avec ce twist-là, c'est juste que les sportifs qu'ils ont sélectionnés dans la seule saison qui ont fait ça, c'était vraiment des sportifs qui, voilà, voyaient le jeu seulement par le prisme du sport. Et en plus, bah, comme tu as dit, ils connaissaient pas très bien les épreuves et donc ils se faisaient, à chaque fois, ils se faisaient mettre à l'amende. Donc, c'est pas du tout intéressant, on va être honnête. Et puis, le mélange, la mayonnaise n'est pas pris, hein, clairement. Et puis, je pense, comme tu l'as dit, s'ils prennent des sportifs avec plus de jeux qui sont plus complets, du coup, et ça sera, je pense, mieux. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas un twist qui m'attire. Mais bon, s'ils font ça, de nouveau, je pense qu'ils peuvent bien le faire avec, comme tu l'as dit, des sportifs plus joueurs, plus intéressants et qui sont un minimum connaisseurs sur Koh-Lanta. Bah, le truc aussi, c'est que c'est un des rêves de Denis Brognard, il le dit encore aujourd'hui, qu'il aimerait bien faire un Koh-Lanta encore avec des nouveaux sportifs. Enfin, je crois qu'il voulait vraiment. Je sais plus quel nom il avait cité, mais il avait dit un Koh-Lanta avec Zidane, ce serait exceptionnel, etc. C'est encore un des rêves de Denis Brognard, donc c'est un twist qui peut encore arriver. Et malheureusement, je suis pas confiant envers Denis pour la sélection des sportifs. Ouais. Bah, aussi, le gros problème, c'est que ça force une saison à être très courte, à faire moins de 20 jours. Et ça, c'est un peu chiant pour les All-Stars, etc., que les saisons durent moins longtemps. On veut une vraie saison qui dure, quoi. Forcer la saison à durer 20 jours en prenant des sportifs qui ont un emploi du temps chargé, c'est dommage, quoi. C'est vrai. Et ça, je trouve que le choc des héros souffre beaucoup de cette particularité-là, pour le coup. Donc, on va enchaîner. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé au niveau du sportif. C'est que le twist, je trouve le twist qui est le plus important dans l'histoire de Koh-Lanta, c'est donc les colliers d'immunité intégrés lors de Koh-Lanta Rajampat. Tout simplement, je trouve que ce twist est exceptionnel. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le jeu, en fait. C'est même plus un twist, hein. Mais lors de Koh-Lanta Rajampat, j'ai adoré comment ils ont intégré les colliers, du fait que, dès la première épreuve, ils les ont mis pour les deux gagnants, mais sans trop les mettre non plus trop en avant. Et puis, c'est un peu plus tard que, du coup, ils ont dit que les colliers étaient sur leur campement, mais même, ça a donné des stratégies, mais de fou malade, hein, clairement, avec Maxime qui est pris jusqu'à faire un faux collier lors de la première saison où c'est intégré. Et même Martin qui vient Anthony lors des ambassadeurs, ouais, c'est un collier, garde-le et tout. Ça a tellement, je trouvais, créé le jeu dans la saison quand Tarajan Pat et dans les autres saisons qui vont suivre, du fait que voilà, il y a eu plein de Blindstein, il y a eu plein de coups intéressants avec ces colliers d'unité. Et je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense que tu es d'accord avec moi, Zakou, hein, que les colliers maintenant dans Koh-Lanta, c'est presque intégré, quoi. Ah bah c'est devenu totalement banal, en fait. C'est rentré totalement dans le jeu. Et aujourd'hui, tu fais une saison de Koh-Lanta, tu sais qu'il y aura des colliers. Et Denis n'a même plus besoin de le préciser au début. Rien qu'à voir la dernière saison qui s'appelait les chasseurs d'immunité, qui était uniquement basée sur les colliers. Le seul truc que je voulais dire en plus sur les colliers, c'est que je trouve que le seul gros défaut des colliers, c'est que la prod manque d'honnêteté concernant les colliers, leur nombre, etc. En étant un peu plus honnête au début d'aventure, en annonçant face caméra, ok, il y aura un collier par camp, ou je sais pas quoi, la prod serait beaucoup plus honnête. On n'aurait pas des colliers qui sortent de derrière les fagots pour sauver quelqu'un, comme on a pu avoir dans certaines saisons. Et c'est un des gros défauts des colliers d'immunité, c'est que c'est trop facilement manipulable dans la disposition dans laquelle c'est fait. Et ce que j'ai bien aimé dans les chasseurs d'immunité, ou une saison avec beaucoup de colliers, c'est justement que les épreuves de confort, tu gagnais des indices. Et ça a permis à ce que les colliers trouvés soient beaucoup plus mérités, entre guillemets, plutôt que juste chercher dans la forêt et soit avoir de la chance, soit être aidé par la prod. Je suis complètement d'accord. Pour moi, déjà, le fait d'aller en forêt et de trouver un avantage comme ça, je trouve que voilà, c'est pas très net. Mais déjà que les colliers, comment ça a été fait, surtout lors de Koh-Lanta Rajampat, parce que là, on parle de la saison où c'était vraiment le twist de la saison, je trouve que ça a été quand même bien intégré, perso. Et, ah oui, dans Rajampat, c'était très bien. On est d'accord là-dessus, du coup.
On va enchaîner ensuite, du coup, Zaku, avec le prochain twist, et c'est donc les bannis de koh Malaisie. Alors, j'ai décidé, si tu veux bien, de généraliser, parce que c'est un twist qui est souvent venu, il est venu lors de koh Johor, une petite, une petite portion au niveau de la pré-unif. J'ai pas trouvé très intéressant de le mettre individuel. Du coup, je l'ai rassemblé avec le twist de koh Malaisie. Mais j'ai également mis du coup le nouveau twist qui arrivera lors de la prochaine saison. Mhm. Ce sera donc un peu ça, quoi, l'épreuve des bannis. Enfin, voilà, le twist des bannis en gros. Et donc, qu'est-ce que tu penses du fait que dès le début du jeu, il y a des candidats qui sont mis sur la touche et qui donc doivent faire leurs preuves pour réintégrer le jeu, quoi. Globalement, dans Malaisie, ça n'a pas eu trop d'incidence parce que Bernard et Philippe ont réussi à s'en sortir malgré ce désavantage. Je trouve ça un peu dommage d'exclure des gens qui n'ont pas été sélectionnés dans les équipes. Enfin, ça fait vraiment ceux qui sont pas sélectionnés au foot quand on est petit et puis qui jouent pas. Enfin, c'est un peu dommage. Je préfère le système qui va être mis actuellement pour la prochaine saison, avec une épreuve au début et les derniers sont bannis. C'est un peu plus égalitaire et ça donne leur chance à tout le monde. Après, les bannis, je pense que c'est une bonne idée, l'idée d'éloigner les gens du jeu. Après, le faire que sur un épisode, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas certain. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir comment ça va rendre la prochaine saison où des gens seront bannis vraiment pendant plusieurs épisodes, pourront revenir. Certains qui étaient dans des équipes vont pouvoir être bannis, etc. Et il faudra une épreuve pour s'en sortir. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Le twist m'intrigue vraiment et si la prod le gère bien, ça peut vraiment être un des meilleurs twists de Koh-Lanta, je pense. On va enchaîner, Zaku, si tu me permets. Hein, voilà, pour ceux qui nous regardent, attention, accrochez vos ceintures. On va enchaîner, j'ai pas peur des termes, par le pire twist de l'histoire de Koh-Lanta. On peut pas faire pire, clairement. C'est l'île au trésor. Pour moi, on peut pas faire pire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça me tient vraiment à cœur, Zaku, excuse-moi, de prendre un peu de monopole. C'est juste, moi, je veux dire, on peut pas mettre un twist dans Koh-Lanta où quand tu trouves un anneau, tu es directement en finale. En fait, ça nique le suspense, l'aventure d'un candidat. Et puis, voilà, tu sais très bien que ce candidat-là va arriver en finale. Et puis, l'intérêt, il est où, en fait? Franchement, je trouve que c'est pas... Dans le principe, ils ont merdé. Tu te dis, oula, là, quand tu vois ça, c'est un peu... Franchement, j'aurais même cru que c'était une blague, quoi. Franchement, tu trouves un anneau, tu es direct propulsé en finale. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça apporte? Mis à part de truquer un peu le jeu, comme ils l'ont fait lors de cette saison avec l'anneau d'or que Benoît a joué, et donc qui a fait sauter Beryl, et qui a donc éliminé tous les jaunes un à un. Mais sur le principe, franchement, le twist sur le principe ne peut pas être bon. Après, allez, on va dire que sur le principe, l'anneau d'or te propulse en finale. Je pense qu'il fallait mettre les bouchées doubles sur la difficulté de l'orientation sur l'île au trésor, en fait. C'est quand même une classe en finale, franchement. Et ok, c'est peut-être pas très intéressant, je dirais, d'avoir cette place en finale, allez, 2 ou 3 épisodes avant la finale. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment le cheminement vers cet anneau d'or, avec l'orientation, qui était un peu le cas au début, mais je trouvais que plus t'avançais dans les épisodes, plus c'était à la va-vite, et on voyait très bien que Benoît avait l'impression que la production, il dit, oh putain, on tient le futur détenteur de l'anneau, on va le faire, je dirais, en sorte que c'est lui qui le trouve. Et donc, il l'a trouvé, et il a malheureusement cassé le jeu, comme on dit. Tout ce que tu dis est très juste. L'anneau d'or est clairement un des pires twists de l'histoire de KL. C'est certainement même le pire. Il n'y a rien qui va dans le principe. La partie recherche de l'anneau était pas intéressante et prenait des temps d'épisode pour rien. Et au final, ils ont fini par les bâcler. Donc, même leur truc, ils l'ont pas assumé jusqu'au bout. Les règles étaient un peu aléatoires. Des fois, fallait annoncer à combien de balistes étaient. Des fois, non. La recherche n'était pas difficile puisque au bout de 7 épisodes, Benoît a trouvé l'anneau, 7 ou 8, je sais plus. Donc c'était pas si difficile que ça pour un objet comme ça. Je trouve que le principe d'avoir une chasse au trésor pour avoir vraiment un truc qui est extrêmement fort, c'est une bonne idée en tant que tel. Surtout
qu'il faut sélectionner quelqu'un qui y va et tout, donc t'es pas obligé d'envoyer tout le temps la même personne. Enfin, il y a plein de circonstances qui pouvaient faire que ça pouvait être bien. Mais comment ça a été fait, c'était vraiment une catastrophe. On sentait vraiment que c'était la première saison d'Alexia Laroche-Joubert et qu'elle savait vraiment pas créer des twists. Et oui, on sent totalement que Benoît a été favorisé. Rien, absolument rien, ne nous permet de démontrer que qu'il n'a pas été avantagé en fait. C'est-à-dire que c'est un twist où la prod peut totalement influencer le jeu sans qu'on puisse le savoir en fait, sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et les twists comme ça, c'est pas possible. Alors autant pour les colliers, on peut l'accepter parce que c'est juste un collier, ça te permet de te sauver un conseil. Mais là, pour un truc qui te permet de te sauver quasiment toute l'aventure, parce que limite, s'il l'avait trouvé épisode 2, il se serait passé quoi en fait? Il aurait rien fait pendant 38 jours. Non, c'est vraiment une catastrophe ce twist. Il y a absolument rien qui va dans l'exécution et dans l'idée. Je pense qu'on peut passer à la suite. C'est d'un ridicule, mais bon, on va même pas insister parce que suspense, au niveau du suspense, c'est un programme télé quoi. On va regarder plus loin là. Franchement, pour un premier Koh-Lanta de Alexia Laroche-Joubert, ils ont visé beaucoup trop, franchement. Et tu sais qu'en plus, j'ai fait une pause de Koh-Lanta pendant 2-3 ans, dès que Benoît a trouvé l'anneau d'or à l'époque. Mais non. Et bah comme quoi en plus. J'ai arrêté Koh-Lanta à cause de ça, mais c'était même pas à cause de l'anneau d'or, c'était déjà parce que la saison me plaisait pas trop. Mais ça, c'était la goutte d'eau. Je me suis dit bon, ça m'ennuie, ça m'emmerde. La suite n'a plus aucun intérêt. Et après, j'ai jamais repris Koh-Lanta jusqu'au combat des héros. On va enchaîner ensuite donc avec un twist très rapide. Je pense pas qu'on va insister beaucoup. C'est donc les 3 équipes de Koh-Lanta Cambodge. Je vais donner un avis rapide. C'est un twist simple et efficace. Et ça me plaît de voir ces twists-là. Tu sais pourquoi, Zakou? C'est que là, j'ai vu que la prod était capable, après un échec cuisant avec l'anneau d'or, de faire une saison avec un twist simple. Voilà. Ils se sont pas dit, on va mettre une petite île au collier, un petit truc avec des avantages et tout. Ils ont juste fait 3 équipes. Un super casting. Ça a complètement fonctionné à mon goût. Personnellement, j'ai adoré cette saison en direct comme quand je la re-regarde et le twist y est pour beaucoup. Après, je dirais que le plus gros défaut, forcément, c'est que le twist ne dure même pas 3 épisodes, quoi. 3 épisodes, le 4e, il y a le swap. Ouais, ok. On va où, en fait? Et c'est vraiment dommage. Et c'est revenu quand à la guerre des chefs. Et là, le twist est encore plus bon. Mais la guerre des chefs a un autre twist, on en parlera plus tard, qui est d'autant plus excellent. Mais en général, je trouve les 3 équipes, et puis c'est arrivé comme assez tardivement dans Koh-Lanta. Ça ne peut qu'améliorer le jeu, je dirais. Ah oui, entièrement d'accord. Le twist des 3 équipes, c'est peut-être même le meilleur twist que Koh-Lanta pouvait mettre pour se renouveler, en fait. Enfin, vraiment, mettre 3 équipes ou 4 équipes, ça redynamise tellement la saison. À chaque fois qu'on a une saison où il y a plus de 2 équipes, les épisodes où ça dure, c'est les meilleurs épisodes de la saison. Enfin, vraiment, ça a un rythme de dingue. Surtout dans les saisons plus récentes de KL, où on a tendance à avoir des épisodes qui tirent un peu en longueur. Avoir 3 équipes, ça permet de passer moins de temps avec les équipes et de moins en avoir marre. Une saison à 2 équipes où un épisode dure 1h40, ça fait 50 minutes par équipe à peu près. Ou alors 40 minutes pour celle qui va pas au conseil et 1 heure avec celle qui va au conseil. C'est beaucoup trop. Alors qu'avec 3 équipes, ça fait à peine 30 minutes par équipe. Et c'est tellement le truc parfait parce que du coup, on switch, il se passe tout le temps quelque chose, on te montre pas des moments où il se passe rien. Et même les épreuves, ça les rend plus dynamiques. Il y a beaucoup plus. Des fois, ça va être serré. Il y a une équipe qui va être totalement à la ramasse et ça va être serré entre 2 autres. Alors que à 2 équipes, quand c'est pas serré, c'est pas serré. Là, tu peux vraiment avoir des duels soit pour la dernière place, soit pour la première. Enfin, c'est trop bien les 3 équipes. Je veux un All-Star à 3 équipes et je veux limite que les 2 tiers des saisons soient à 3 équipes et que ça dure. Parce que putain, ça dure jamais et c'est trop chiant. Et on va enchaîner ensuite avec un twist qui, je trouve, c'est le paradis perdu. J'ai été très déçu par ce twist car il partait vraiment, pour moi, comme être un twist vraiment à la hauteur de la saison. Alors moi, franchement, ce que j'aurais fait avec ce twist, je pense que comme le feu sacré et comme d'autres twists, comme la guerre des chefs par exemple, je l'aurais mis seulement lors de la primerge. Car c'est quoi le but de ce twist? Et ce que j'aimais bien, c'est que même dans les épisodes, les gens partaient dans ce twist-là, dans l'île du paradis perdu, ils
c'était pas pour trouver des avantages et tout, hein. Enfin, quand même, hein, il était parti dans ce principe-là. Mais c'était plus pour tendre la main à son adversaire avec un ancien, avec un jeune, puis même avec un rouge et un jaune. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été faites comme ça, et c'était tellement satisfaisant à voir avec Fabien qui avait bien joué notamment sur ça. Et puis, euh, et puis même, je trouvais qu'il était quand même bien dosé. Il l'avait pas tout le temps mis. Par exemple, à l'épisode du swap, je trouvais que c'était une bonne idée de mettre tous ceux qui étaient partis déjà sur le paradis perdu. Vous les mettez en duel et le dernier il était éliminé. Ça mettait vraiment une pression et ça mettait un truc tellement intéressant au twist. Et voilà. Et puis, arriver à la ramification, c'est la catastrophe ADA. Clairement, le twist, trop cheaté. En fait, le twist n'a plus aucun sens, en fait, parce que tu vas tout seul, déjà sur le paradis perdu. Et, voilà, t'as plus le côté où t'es avec, un adversaire. Parce que, ce qui était intéressant avec ce twist, c'est que tu faisais des alliances où tu sympathisais avec quelqu'un de l'autre équipe. Après, après la réunification, il y a eu des avantages assez donnés pour Tiffany et Magali pour que les jeunes renversent le jeu. Et j'ai trouvé ça décevant car ça aurait pu, Koh-Lanta Fidji, être une très bonne saison avec ce twist qui aurait duré seulement la pré-réunification, quoi. Je suis totalement d'accord sur le fait que ce twist aurait dû s'arrêter à la réunification. De toute façon, moi, j'ai pas été plus loin dans Fidji. Hein. J'ai vu que les premiers épisodes. Donc, Ah je oui. pourrais pas me prononcer sur la suite parce que je l'ai pas vu, mais des échos que j'ai, de toute façon, c'est une catastrophe. Non, ce twist du paradis perdu, c'est vraiment de l'or qui a été transformé en charbon par la prod. Enfin, vraiment, l'idée est exceptionnelle d'envoyer à chaque fois un candidat de chaque équipe à chercher un avantage ensemble, mais c'est surtout pour se rencontrer, tisser des alliances, etc. C'est une super bonne idée. Et c'est un peu ce qu'il y a eu aussi avec le feu sacré, dont on reparlera peut-être plus tard, je sais pas. Mais tisser des liens entre les deux équipes, c'est exceptionnel. Surtout que la prod annonce dès le départ qu'il y a une recomposition des équipes à tel jour. Du coup, tu sais que ça va être important de tisser des liens avec les gens d'en face. Du coup, aller sur le paradis perdu, c'est un avantage de fou. Tu peux même trouver des mini-avantages là-bas. Je me souviens qu'il y avait des avantages par rapport au confort, pas forcément des avantages stratégiques, tu vois. Je trouvais l'idée trop bien. Après, bon, la recherche, je trouvais ça un peu chiant. J'avais vraiment envie de passer les passages. Mais bon, ça reste quand même une très bonne idée de la part de la prod, mais juste trop dommage qu'ils en ont fait un peu n'importe quoi. Et contrairement à toi, j'ai pas trop aimé l'épreuve éliminatoire entre les candidats qui sont partis là-bas, parce que c'est un peu injuste que ces candidats-là étaient malheureusement sur cet épisode-là là-bas, et après, tu leur dis épreuve éliminatoire, alors que d'autres candidats qui sont allés, ils n'ont pas disputé l'épreuve éliminatoire, je crois. Donc, non, je crois que tous ceux qui sont allés, ils ont disputé l'épreuve. Et au contraire, ceux qui sont pas allés, ils étaient en train de regarder. Du coup, il y avait un côté où toute l'attention était sur eux. Et après, moi, je trouvais que c'était sympa parce que c'était un nombre impair. Donc, voilà, c'était vraiment pour reformer, pour casser, je dirais, le côté ancien versus jeune, en fait. Du coup, on va enchaîner ensuite avec un twist qu'on connaît très bien maintenant, hein, c'est l'exil. Du coup, voilà, là, le twist Rédemption Island, comme on l'appelle pour les fans de Survivor. Je vais prendre tous les twists où il y a eu ça avec le combat des héros, également la légende. Je crois que c'est tout, hein, c'est tout ça. Oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, alors pour le combat des héros, je trouvais que c'était sympathique. Voilà, c'était bien fait. On est clairement sur un twist de Rédemption Island, pas plus. Alors c'était bien fait. Seulement, il y avait un souci, c'est qu'ils n'ont pas fait revenir Ludovic qui a été éliminé avant Jérémy. Donc là, j'ai pas compris. C'est pas forcément le bon choix. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais en général, pour parler vraiment du twist en global, c'était un bon twist de faire revenir les éliminés du fait que en duel. Et voilà, ça a donné des performances très sympathiques avec Raphaël, même Julie, hein, qui avait battu Chantal dès le premier duel. Et puis, le concept était sympathique. Et quand Jérémy était revenu, c'est vrai que ça a foutu bien le bordel. Mais je trouvais ça dommage aussi que ce soit le dernier qui a été éliminé qui revienne. Moi, j'aurais préféré que ce soit une Raphaël ou quelqu'un qui a été éliminé plus tôt.
Bref, dans ce postulat, voilà, je trouvais que c'était plutôt bien fait, sauf, du coup, ce que je t'ai dit avec Jérémy, du fait qu'ils l'ont fait revenir alors que Ludovic n'a même pas eu la chance de participer. Et puis, bon, la légende, franchement, en fait, moi, ce qui me déplaît surtout dans ce twist, dans la légende, c'est que pour moi, il n'a pas, le twist n'a pas sa place pour la saison des 20 ans, en fait, pour moi. C'est pas, je trouve que, voilà, quant à la légende, ça aurait été bien qu'il n'y ait pas de twist, que ce soit seulement le casting. Mais bon, voilà, déjà, ça m'avait énervé quand j'ai vu qu'il y avait ce twist-là. Puis bon, d'ailleurs, passage de panneau stupide, mais à souhait, quoi. Franchement, tu veux continuer l'aventure ou pas? Bah forcément, tu veux continuer l'aventure, il participe pour les 20 ans. C'est quoi ça? N'importe quoi. Alors, ça aurait été une saison anonyme. Pourquoi pas? Ah, c'est quoi? T'as des héros de koh n'importe quoi. Mais non, pour moi, ça c'est bête, mais à un niveau. Et puis, je trouvais que c'était, allez, on va dire que l'épopée de Hugo fait en sorte que c'était très appréciable lors de la pré-réunification. Mais je dirais que c'était un peu de trop de le ramener jusqu'au bout, jusqu'à la finale. C'est Oui. vrai que pendant 40 jours, avoir voilà, des éliminés qui peuvent revenir, je trouve que ça casse bien le jeu et ça donne des épopées de fou comme celle de Hugo, mais dans l'idée, Hugo s'est fait éliminer quand même 3 fois. C'est vraiment, je dirais, un twist pour repêcher des aventuriers. Et bon, voilà, c'était pas non plus ultra hypé. Le problème de cette île de la rédemption, c'est que vraiment il y a eu un effet too much. Enchaîner les 2 derniers All-Stars avec le même twist, c'était vraiment trop. Du coup, quand on l'a vu qu'il était présent dans la légende, on a tous soufflé, je pense. Enfin, Ouais, sauf certains qui étaient en mode ah ça va être trop bien, machin. Mais c'est vraiment j'avais un effet que j'en avais marre en fait. Autant dans le combat des héros, je trouvais ça cool parce que ça a pas duré longtemps, ça a duré 4-5 épisodes. Euh, et ça s'arrête à la réunif. Bon, le scénario a fait que c'est le dernier éliminé qui revient, donc c'est un peu dommage. Mais si ça avait été une Clémentine ou une Raphaël, ça aurait été exceptionnel. Alors que dans ouais. la légende, le caler là, c'était pas une bonne idée, mais au final, on a eu un bon scénario, puisque c'est Clémence qui a fait une super saison et Hugo qui sont revenus. Et après, bah, encore Hugo qui est revenu pour mettre des bâtons dans les roues. Et ouais, bah, la prod juste a mis ce twist dans la légende pour sauver des candidats forts en épreuve qu'elle avait pas envie de voir sortir, des Claude, des Théora. Elle a mis ça au cas où ces derniers pouvaient se faire éliminer par un blindside ou quoi, et leur permettre de Ouais. revenir et ainsi augmenter encore plus leur aura de légende. Mais pas de chance pour eux, bah, la saison a été totalement linéaire et c'est que Hugo qui a pu en profiter de ce twist. J'en peux plus. Honnêtement, je On vais l'a être trop honnête avec vu, toi. on l'a trop vu. J'en peux plus de ce twist. Moi, c'est bon. Dans Survivor aussi, ils m'ont trop mis. Mais là, dans Koh-Lanta, non, non, ça, j'en veux plus, ce twist-là. Pour moi, c'est bon, ça suffit, quoi. On va enchaîner ensuite avec le prochain twist. Coup, les chefs. Les chefs de Koh-Lanta, la guerre des chefs. Alors, Zakou, je te laisse en parler. Les chefs, c'est vraiment une très bonne idée. Et ils ont super bien géré le fait que tu mets un candidat en avant, tu l'avantages parce que bah, du coup, il a toujours une protection qu'il peut utiliser. Donc, c'est un énorme avantage. Mais en même temps, le fait qu'il soit chef, ça le met en avant et ça le rend. Ça le met sous le feu des projecteurs. Et donc, du coup, les gens, ils ont potentiellement envie de l'éliminer. Et et je sais pas, je trouve que l'idée est très bonne. L'idée qu'il faut abandonner son rôle de chef et après derrière il y a un vote. Si c'est pas à l'unanimité, alors du coup c'est les équipes en face qui choisissent. Les chefs, ils assistent au conseil des autres. Ça c'est une excellente idée pour découvrir les points faibles de l'équipe en face. Bon, on est dans Koh-Lanta, il n'y a pas non plus de tant de trucs révélateurs que ça, mis à part que bah, du coup ils ont pu dire bah, Chloé clairement fallait la mettre chef parce que elle n'était pas en odeur de sainteté dans son équipe. Ils ont pu jouer là-dessus. Mais assister au conseil des autres, c'est exceptionnel. Ils l'ont repris dans les 4 terres d'ailleurs. Et ça a été très bien fait. Enfin, vraiment, il y a tout qui est exceptionnel. Ça s'arrête pile à la réunif. Bon, du coup, les chefs Béatrice et Maxime, ils ont vraiment été extrêmement visés après la réunif. C'est peut-être le seul défaut parce que du coup, ça a un peu gâché leur aventure d'être devenus chefs.
Mais on a eu un super parcours de Maxime. Béatrice est considérée comme une des candidates avec le plus de potentiel et qui va certainement refaire un All-Star. Enfin, vraiment, c'est cool pour mettre en avant des candidats. Ceux qui n'ont pas envie de l'être, ils peuvent totalement abandonner leur rôle. Le twist est vraiment trop bien. Il est hyper équilibré, que ce soit dans la stratégie, dans le sport. Ça les met en avant sur les épreuves. Le twist est quasiment parfait, en fait. Réunion des ambassadeurs à 3, exceptionnel, très bien. Et non, mais comme tu l'as dit, j'ai rien à rajouter. C'était parfait avec ces bracelets de chef que tu gagnes dès le départ avec l'épreuve des poteaux, là, les poteaux à plusieurs. Du coup, honnêtement, pour moi, on a peut-être le meilleur twist de ces dernières années. Hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je garderai les 3 équipes en priorité, mais en termes de twist d'une saison, oui, c'est clair que c'est un des meilleurs. Du coup, on va enchaîner ensuite avec le prochain twist, les héros, avec du coup on va dire le fan versus favorite de Koh-Lanta. Bon, je vais pas rester une éternité là-dessus. Je trouvais honnêtement que c'était pas très bien fait de le faire comme ça, de mettre 5 héros avec 20 aventuriers. Non, 14. Oula, 14 avec 5 héros. Ça faisait, je trouve, vraiment, ça les rendait vraiment légendaires en fait. Du fait que eux, c'est les héros, et en plus ils arrivent un peu après, ils arrivent comme des légendes et tout. Et pour moi, c'était pas ce que je recherchais dans un potentiel twist comme ça. J'aurais limite préféré qu'ils fassent dès le début. Surprise, 10 jeunes, vous êtes ensemble. Enfin, 10 jeunes, 10 nouveaux aventuriers, vous êtes ensemble. Et puis, il y a 10 anciens qui reviennent. Et voilà, ça aurait été, je pense, plus intéressant que comme ils l'ont fait avec intégrer des héros par-ci par-là. Parce que, bon, c'est vrai que ça a donné des côtés intéressants de les mélanger dans les équipes. Du fait que tu as eu quand même le Bernstein de Tiwa très tôt dans le jeu. C'était très intéressant. Mais en général, je trouve que ça n'a pas apporté les meilleures choses car, en général, ce twist-là, je dirais que les fans sont quand même mis sur les côtés. Quand je dis les fans, je dis les nouveaux aventuriers, sont quand même bien mis sur la touche. Et puis on remarque que quand même les héros volent la vedette des nouveaux aventuriers et des aventuriers comme Ahmad ou comme Sam qui sans les héros auraient été vraiment des candidats très intéressants et très importants dans leur propre saison. Je sais pas si tu es d'accord avec moi du coup Zakou. Totalement d'accord, fallait faire une équipe de héros à part. En les incluant dans les équipes des nouveaux, tu les mets sur un piédestal comme les 3 sportifs dans Cambodge, et mettre les candidats sur un piédestal en disant c'est un renfort, il vient vous aider, il vient vous apprendre le jeu, etc. Ça les met trop en avant par rapport aux autres. J'aurais préféré, oui, comme tu l'as dit, soit une équipe de héros face à une équipe de nouveaux, soit 2 équipes de nouveaux face à une équipe de héros, avec 3 équipes. Ouais. Ça aurait été pas mal parce que du coup, il y aurait toujours eu cette majorité de nouveaux aventuriers, mais les héros, au moins, ils auraient été tranquilles pendant leur pré-réunif. Ils auraient été mis sur un pied d'égalité parce qu'ils auraient formé une équipe à part. Et donc voilà, enfin, ça a trop mal été géré. T'as l'impression que la prod, elle avait que 5 héros disponibles et ils étaient en mode bon, on en fait quoi ils sont pas assez. On dirait, hein. On dirait que c'est un truc qui a été fait à moitié en fait. Puis une épreuve éliminatoire dès le début qui n'a servi à rien du tout, parce que Jessica est revenue sur l'abandon médical de Marie. Du coup, t'as vraiment les 5 qui est là, les 5 héros qui sont là, quoi. Et puis voilà, je trouve pas que le twist en lui-même, bien que ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'il soit vraiment mis en avant. Il dit, oh, putain, c'est une très bonne idée. Tu voyais dans les lives de Denis, quand il demandait aux anciens aventuriers, qu'est-ce que vous pensez de cette saison, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on mélange forcing. Il forçait trop, putain. Arrête de forcer, Denis. Je crois qu'il y a que Grégoire qui a assumé qu'il regardait pas. Et tous les autres, ils étaient en mode ah ouais, c'est trop bien, Sam, il est trop cool. Tu sentais que c'était la prod qui leur disait dis que Sam il est cool, dis que la saison elle est bien. Même Tony la légende, il était là. Ah oui, c'était une très bonne idée de mélange. Non, mais arrêtez les gars. Vous voyez plus d'honnêteté de la prod. De l'autocritique et de l'honnêteté, moi c'est tout ce que je demande de la part de la production. Qu'ils se remettent un peu en question des fois. C'est vrai. Franchement. Il n'y a que l'Anneau d'Or où ils ont assumé que c'était pas une bonne idée, mais tout le reste, ils n'ont jamais assumé. De toute façon, l'Anneau d'Or, ils avaient qu'un seul choix, c'est d'assumer. Hein. Bah oui. Ouais. Mais bon, en tout cas, pour résumer, on trouve que c'était un twist intéressant sur le papier, mais il n'a pas été fait correctement en fait.
On va enchaîner ensuite avec le prochain, du coup, les 4 terres, les 4 régions, nord, sud, ouest, est. Bah, franchement, je trouvais que c'est une bonne idée de mettre, du coup, les 4 équipes et voilà, de les mettre sous ces régions-là. C'était, je dirais, un peu le Survivor avec le Survivor raciste, comment on dit, les Noirs, les Mexicains et puis les Asiates. Ils avaient fait ça dans Survivor. Ok, les mecs, ils ont vraiment des couilles, quoi. Et puis, on a Koh-Lanta, c'est plus gentil, quoi. Ah, on va prendre les sudistes avec les nordistes et tout. Et puis, je trouvais que c'était sympathique. Après, moi, je trouve que 4 équipes, c'était quand même compliqué de les tenir longtemps. Et puis, ils ont quand même tenu 4 épisodes. Hein. Franchement, les 4 épisodes du CT, je trouvais que c'était bien fait, quoi. Avec un épisode ultime où tu as 3 conseils dans un seul épisode, avec le double conseil. On n'avait jamais eu ça dans l'histoire de Koh-Lanta, un double conseil, alors dans Survivor, c'était là depuis un moment. Enfin, moi, je trouvais que c'était un bon twist. Après, 24 aventuriers, forcément, ça met en sorte, ça fait en sorte qu'on a plus de candidats fantômes. Et donc voilà, mais je sais pas ce que t'en penses du coup, Zachon, de ce truc. 4 équipes, c'est 3 équipes en limite encore mieux. Enfin, c'est hyper rythmé, on s'ennuie jamais. Et puis, comme tu l'as dit, c'est monté crescendo avec cet épisode 4 qui était fabuleux dans tous les sens du terme. En plus, le choix de séparer par région, même si la carte des régions était un peu bizarre, ça renforçait l'attachement que tu avais avec les candidats. Moi, je sais que dès que j'ai appris que c'était les 4 régions, je suis direct foncé voir qui étaient les candidats de l'Est pour voir leur portrait, tu vois, parce que moi je viens de l'Est et j'étais en mode bon, je veux voir quelle est mon équipe qui me représente. Et ça a renforcé l'attachement. Après, bon, tu pouvais soutenir l'équipe que tu voulais. En soi, ça a pas duré longtemps, mais très vite, tu devais. Et je me souviens sur les réseaux, on devait dire ah bah moi, je suis de l'Est et tout, donc mon équipe c'est ça. Enfin, avant la saison, ça a quand même renforcé l'attachement avec les candidats. On se disait ok, machin. Enfin, c'est vraiment en plus, ils ont axé le casting pas mal sur un côté attachant, avec pas mal de candidats qui étaient fans de leur région, et donc comme un Fabrice, un Sébastien. Enfin, c'était que des candidats où vraiment tu pouvais, tu les trouvais attachants, quoi, parce qu'ils c'était des fans de leur région, ils avaient vraiment envie de défendre leur couleur, et c'est un des castings les plus attachants des dernières années, voire de tout Koh-Lanta, et vraiment ils ont super bien réussi. Mais encore une fois, c'est dommage que ça dure que 4 épisodes, mais là c'est beaucoup plus compréhensible parce que l'équipe violette elle se faisait décimer, l'équipe bleue ça allait pas tarder non plus. Enfin, fallait à tout prix changer, mais après c'était très brusque le changement 4 équipes 2 équipes, et beaucoup ont décroché à ce moment-là, alors qu'en soi la partie à 2 équipes elle est pas si horrible que ça, c'est juste que le changement était extrêmement brusque. Oui, c'est vrai qu'après les 3 équipes, c'est vrai que c'est bien sympathique aussi, mais au niveau de ce que ça nous a apporté, je trouve c'est vrai que les 3 équipes, c'est parti assez tôt et tout. Mais là, t'as même les 3 équipes au sein de ce twist-là, du coup, c'est vrai que c'est très appréciable, hein, franchement. On va enchaîner ensuite avec le prochain twist. Oula, Zakou. Alors, je pense que c'est toi qui vas en parler, parce que là, je me sens pas d'attaque à parler de ce twist qui m'a... T'as besoin de souffler un peu. Ouais. Les armes secrètes. Qu'est-ce que t'en penses? Les armes secrètes, pour moi, c'est pas une mauvaise idée en soi. Parce que rajouter autre chose que des colliers, c'est trop bien. Rajouter un petit double vote, ça permet d'avoir des armes qui sont un peu moins fortes qu'un collier. Et dans le principe, avoir des armes qui sont moins fortes qu'un collier, c'est cool. Le problème étant qu'il y avait des armes secrètes qui étaient plus fortes qu'un collier. L'ambassadeur secret, c'était beaucoup trop fort. Littéralement, Laure, elle a pu faire ce qu'elle voulait aux ambassadeurs. Normalement, t'es pas censé faire ce que tu veux aux ambassadeurs. Enfin, c'est pas censé exister. Le bracelet noir, on n'en parle pas. C'est, avec l'anneau d'or, la pire idée qu'ils ont jamais eue. Mais il y a des armes qui étaient pas mal. Je trouve que le double vote, c'est pas mal. D'ailleurs, c'est revenu. Le kit ou double, je kiffe l'idée. C'est un collier, mais juste tu prends un risque de malade. Donc, j'aime beaucoup l'idée. Et je trouvais que l'arme de l'épisode 1, que Aurélien, Laetitia et Candice, Hervé avaient, c'était cool, parce que c'était soit tu l'as joué individualiste et ça te servait de collier, pourquoi pas, soit tu l'as joué en binôme avec ton partenaire et ça te permettait de potentiellement gagner un conseil qui était ingagnable.
Et donc, Ouais. je trouvais l'idée pas mal. Bon, ça a un peu fini en flop dans les deux cas, même si on a eu ce moment fantastique où Magali joue son qui tout double et Candice, par peur, joue directement son truc. Ça, c'était vraiment une scène très très cool. Ouais. Mais non, les armes secrètes, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est juste les armes en elles-mêmes qui ont été créées qui étaient pas incroyables. Moi, je retiendrai quand même le kit ou double. Genre, je me dis toujours pourquoi ils ont pas remis un kit ou double dans une autre saison. Enfin, ça coûte rien, ça rajoute une petite épreuve au conseil qui est très intense. Pour moi, c'est vraiment une bonne idée. Mais juste, faut pas les spams, faut que ce soit des petites armes qui soient un peu utiles. Un petit double vote, un petit kit ou double, enfin voilà, des petits trucs, mais des bracelets noirs, des ambassadeurs secrets. Non, merci. J'ai oublié de Oula. parler du collier instantané, la pire idée que la prod n'a jamais inventée. Un collier qui ne s'utilise que le jour où tu l'as trouvé. Mais C'est vrai, pourquoi ça. faire ça et surtout que maintenant, c'est la norme. C'est-à-dire que tous les colliers sont comme ça maintenant. Dans les chasseurs, tous les colliers étaient des colliers instantanés et c'est horrible. Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Ça annule toutes les stratégies. La prod peut faire ce qu'elle veut, elle peut donner un collier à qui elle veut. Il sera obligé de le jouer puisque c'est un collier instantané. Du coup, tu vas le jouer. Ça sert à rien d'avoir ce petit risque de te dire vas-y, je le joue pas, peut-être que je vais pas sortir, machin. Il n'y a plus ce risque-là. T'es obligé de le jouer. Et du coup, la prod peut créer ses petits scénarios comme elle a pu le faire avec les armes secrètes, où ils ont donné le collier instantané à Laetitia, elle le joue, ils donnent le bracelet noir à Lucie qui le contre. C'était tellement manigancé et c'est à partir de là que les armes secrètes est devenue une saison catastrophique. Juste parce que la prod a voulu faire son petit scénario. Oh là là, regardez le rebondissement. Alors que non, c'est pas un rebondissement. Enfin, tout le monde s'y attendait. Et surtout, c'était cramé à 10 000 km que c'était manigancé en fait. Un sabotage, pour dire les termes. Mais depuis que Tiwara et Charlotte ont combiné avec les deux colliers, ils ont peur de ça. Ils ont trop peur que les gens jouent pas leur collier. Mais alors que c'est trop bien quand un candidat joue pas un collier. Charlotte et Théora, c'était trop stylé. On pouvait être dégoûté que Théora parte comme ça, etc. Mais c'est une scène culte. C'est culte, c'est trop stylé, tout le monde s'en souvient. J'en veux plus des scènes comme ça, moi, où des gens jouent pas leur collier. Bah ouais, mais et ça permet aussi, je dirais, de laisser le joueur faire ce qu'il veut, comme tu as dit. Il n'est même plus indépendant, il est comme ça, on le tient par la main en disant tu vas jouer ce collier. Même là, des colliers que tu trouves au début, tu dois le jouer jusqu'à la réunification. Ça veut rien dire, mais c'est pathétique, mais au possible. Et ça m'énerve, parce que maintenant, quelqu'un qui va trouver un collier, il peut plus le garder et dire que ça, je le garde quand je me sens en danger. Et donc, forcément, il faut que ce soit des candidats qui soient en danger qui le trouvent. Il n'y a jamais eu autant de colliers gâchés que depuis qu'ils ont inventé cette règle. Maintenant, souvent pré-réunif, les candidats ils trouvent un collier, ils sont en mode je suis pas en danger et ils le jouent à la réunif. Un François, il avait trouvé son collier, il était obligé de le jouer alors qu'il aurait pu le garder pour plus tard et peut-être déjouer une stratégie qui était faite contre lui parce qu'en plus c'était quelqu'un qui était souvent en danger. Enfin vraiment ça n'a vraiment je comprends pas les dates limites. C'est horrible. Franchement, c'est les twists, ça m'énerve d'en parler. C'est tellement des twists à potentiel que tu te dis putain, ils ont fait de la merde quoi. On va enchaîner ensuite avec du coup le prochain twist et c'est donc le twist du totem maudit. Alors, je vais être honnête, c'est un twist que j'ai trouvé raté. Voilà. Je vais dire les termes. Pour moi, quand tu regardes le nom de la saison, l'image, le fait que c'était vraiment tout tourné autour de ce totem maudit. Et puis le début était sympathique avec les bracelets maudits, tout ça, ok. Ça c'était sympa. Honnêtement, c'était bien, hein. Mais bon, malheureusement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le jeu avec l'élimination de Yannick et tout, on n'a pas eu de ça. Du coup, ça aurait été intéressant de voir un Yannick sauter et qui transmet son collier, tu vois. Et ça aurait fait des stratégies intéressantes, mais ça n'a pas été le cas. Ok, c'est pas grave. Ce que je trouve dommage avec ce twist, c'est qu'en fait, par exemple, ils ont fait passer des règles de merde dans Koh-Lanta pour ce twist. Le fait qu'ils ont dit le dernier arrivé a un vote contre soi. C'est la malédiction du totem maudit. Arrêtez. Mais ça, il y en a toutes les saisons maintenant, il y a ça. Mais faites exprès ou quoi? Et puis, dis-moi, Zaku, cite-moi un des avantages du totem maudit après la réunification. Des malus. À part les malus de pénalité si tu perds une épreuve, il n'y en avait pas. Hein. Ça me dit rien du tout. Ah, peut-être des trucs en mode il y en a qui ont le droit de s'entraîner sur une épreuve. Je sais pas. Putain, mais le totem maudit, ça ne servait à rien du tout. Moi, ce que
ce qui était positif avec ce totem maudit, moi, je pense qu'ils auraient dû faire comme le feu sacré, c'est-à-dire à la réunification, enfin, cacher le totem maudit, c'est bon, il est plus là. Vous avez traversé la malédiction du totem maudit, appelez ça comme vous voulez, et puis arriver à la finale comme ils l'ont fait. Moi, j'ai trouvé que c'était sympathique. Là, à la finale, avoir ce poignard maudit, mais tu vois, même là, je trouvais que c'était pas très bien fait. Moi, je vais te dire ce que je pensais, ce qui aurait été mieux, je pense. Je pense que ce qui aurait été excellent, c'est que dès le début, Denis Brognard dise il y a 4 poignards. Vous êtes 5, il y a 4 poignards. Puis il dit, dans les 4, il y a un poignard qui est maudit. Tu vois, direct, le poignard, il est maudit, quoi. Il est noir, il est toi. Tu vois que c'est pas un bon poignard. Il dit, si vous trouvez ce poignard-là, vous pouvez vous qualifier sur les poteaux, mais vous aurez un malus sur les poteaux, ce qu'a eu Bastien. Et donc, je pense que ça a été intéressant, car peut-être que les candidats, donc toi, ils vont trouver le poignard maudit, ils vont dire putain, est-ce que j'y vais, je me qualifie pas les poteaux, ou est-ce que je retente ma chance et je vais trouver un autre poignard que ce poignard maudit à la con là, tu vois. Et moi, c'est une excellente idée, Pixis. En vrai, juste avant que tu le racontes, j'étais en mode oh putain, s'ils avaient fait ça. Et là que tu l'as raconté, je me dis mais oui, c'est ce qu'ils auraient dû faire en fait. Et ça aurait fait une scène. Admettons que quelqu'un le trouve en premier. Ça aurait fait une scène un peu à la Grégoire qui est en mode bah non, je veux pas ce poignard. Et tu pars ailleurs et tu l'aurais laissé sur place, etc. Ou la personne va chercher un deuxième poignard. Enfin, ça aurait été ouf. Ça aurait amené à des rebondissements. Enfin, ça aurait été incroyable. Et ça aurait justifié justement le 4e poteau parce qu'il aurait été annoncé à l'avance. Ça aurait pas paru comme un truc béni. Enfin, ça aurait été 1000 fois mieux. Parce que là, quand tu regardes la malédiction de tout est maudit, c'est comme un duel entre Ambre et Bastien. Un duel pour aller sur un poteau maudit, quoi. Donc, une malédiction qui n'est pas des plus logiques, en fait. Voilà. Et puis, comme je te l'ai raconté, et comme beaucoup, je pense, l'ont imaginé, ça aurait été la meilleure solution. Admettons que le totem maudit ne revienne pas toute la post-réunif. Les candidats arrivent à l'orientation, ils vont se dire bon bah c'est classique, machin. Et là, plot twist, il revient. Ils auraient pu faire... Enfin, je sais pas, ils auraient pu faire un truc ou quoi, enfin... Ça aurait fait une mise en scène de fou, ça aurait été une surprise. Alors que là, comme le totem, il a été présent toute la saison et il a enchaîné flop sur flop, là, avoir un énième flop, mais on se disait, mais c'est quoi cette blague en fait? Mais la prod justifie des idées twists par le totem maudit. C'est genre, ah ben cette fois, on a envie qu'une équipe s'entraîne par rapport à l'autre, et ben hop, totem maudit. Ah ben on veut justifier le fait qu'il y ait un vote après une épreuve, hop, totem maudit. Enfin, ça vraiment, il justifiait n'importe quoi par le totem maudit. Le totem maudit n'a aucune personnalité, il a pas de... Enfin, tu peux pas le définir en fait, c'est juste un truc qui permet à la prod de faire ce qu'elle veut. Alors que mettre une finale à 3, c'était une excellente idée, on n'avait jamais eu ça, c'était à tester. Bon, pour le coup, on a eu une égalité, donc c'était chiant. Géraldine aurait dû départager et aurait donné la victoire à François. Ça aurait été la meilleure fin possible. Mais non, c'est un twist sans âme, sans personnalité, et c'est juste que la prod n'avait aucune idée de twist, hein, faut être honnête. On va enchaîner avec l'avant-dernier twist, c'est donc le feu sacré. Alors, d'ailleurs, c'est à cette époque-là où je t'ai connu, Zakou. J'ai commencé les vidéos avec le feu sacré, du coup c'est un twist dont j'ai longuement parlé et dont j'ai un avis qui est bien défini. Du coup, je te laisse en parler, je pense que ça sera plus intéressant pour les gens. Alors, le feu sacré, pour ceux qui ont suivi mes revues de l'époque, je trouve que c'était une très bonne idée. Ça permettait, encore une fois, comme Fidji, à des candidats de pouvoir communiquer entre les équipes. Donc ça, c'était exceptionnel. Tu pouvais protéger quelqu'un, donc tu pouvais bluff la personne que tu allais viser à la personne, etc. Super, très bonne idée. Le gros problème du feu sacré, c'est dans sa construction et comment il est utilisé. Le problème est que tu dois donner le feu sacré à qui tu veux. Donc, le truc, c'est qu'une fois qu'il est dans une alliance, il peut plus en sortir. La prod a été obligée de le relancer plusieurs fois pour qu'il sorte de l'alliance. Et donc, au début, il s'est retrouvé dans l'alliance Tania-Rudy. Ok. Ensuite, la prod l'a relancé, il s'est retrouvé dans l'alliance des ex-jaunes, avec Gilles et Frédéric qui se faisaient que le balancer. La prod a voulu le relancer et c'est encore Gilles qui l'a eu. Donc pas de chance, le scénario a fait que c'était tout le temps la même alliance qui l'a eu.
Et du coup, ça a entraîné que les axes rouges étaient clairement désavantagés. Et ensuite, le deuxième truc, qui est pour moi un défaut majeur du twist, alors qu'il partait si bien, c'est que c'est un twist beaucoup trop fort, qui s'utilise après les colliers, alors que normalement, ça aurait dû jouer limite avant le vote. Avant le vote, tu mets, pendant le vote, tu mets ton talisman dans l'urne avec le nom de la personne et tu la protèges. Et ça aurait été exceptionnel parce que du coup, quelqu'un aurait pu se défendre avec un collier. Et le coup de Rudy, qui était un coup magistral, il était voué à l'échec à partir du moment où Gilles avait le feu sacré, en fait. C'était impossible de réussir son coup parce que ils avaient juste à split, voir si Rudy sortait un collier. S'il en sortait pas, tu t'en fous, c'est gagné. Et s'il en sort un, tu protèges aussi la personne sur qui t'as split. Et du coup, il y a une égalité. Et du coup, tu fais ce que tu veux. C'est trop dommage que ça joue après les colliers. Ça a ruiné trop de trucs. C'était beaucoup trop fort. Et je trouve que quand il est revenu post-réunif, même si on pouvait s'y attendre, il arrivait trop tard. Il arrivait quand il n'y avait plus beaucoup de candidats. C'est Laura qui l'a eu et qui a protégé Quentin, en plus, qu'elle n'a aucun sens. Pourquoi elle a fait ça? Ouais. Et après, il y avait le truc... oh là là, le feu sacré vous a sauvé, Clémence et Esteban, vous devez disputer un duel. Non, c'est juste que vous vouliez qu'il y ait un duel entre les binômes cette année. Pourquoi le feu sacré, qui avait juste un pouvoir de protection, d'un coup, il permettrait d'avoir un duel? Enfin, ça n'a pas de sens. Donc ça, pour moi, c'était injustifié de l'utiliser dans ce sens-là. Et en vrai, ça aurait dû rester un twist qui restait soit que pré-réunif, soit il devait revenir plutôt post-réunif. Donc on va terminer avec le dernier twist en date, où Koh-Lanta, les chasseurs d'unité. Les chasseurs. Alors moi, honnêtement, c'était un twist que j'appréhendais beaucoup. Du fait que, un peu comme les âmes secrètes, un peu comme tout ça, c'est un twist qui se passe directement sur l'écran. Et puis finalement, j'ai été agréablement surpris du fait que c'est pas non plus ultra présent, ultra cheaté, bien que je trouvais que j'aurais préféré honnêtement que les candidats, surtout après la réunification, aient le choix entre le confort et les colliers, du fait que ça aurait, un peu réduit le nombre de colliers à trouver, et puis même, mis à part quelques colliers qui se trouvent sur les épreuves ou sur le conseil, là, le collier de Sébastien que je trouvais vraiment très bien. Le reste, ça restait quand même des colliers plutôt, plutôt simples à trouver, bien qu'il y en a quand même quelques-uns avec celui d'Amril, avec le coffre, là. Non, il y avait quand même de bonnes idées. Mais en général, c'était pas non plus un twist qui était vraiment qui cassait des montagnes, quoi, qui sortait du lot. Mais c'était pas un twist un peu comme le feu sacré. Et mis à part à quelques épisodes, c'était pas un twist qui cassait quand même le jeu, comme l'ont fait les Armes secrètes, par exemple. En général, moi, c'est un twist que j'ai plutôt apprécié. Je l'ai pas trouvé mal fait, mais je l'ai pas trouvé non plus vraiment très bien géré à quelques moments. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Exactement comme toi, pour moi, c'était le twist que j'appréhendais le plus, mais vraiment de très très loin. Je me suis dit, oh putain, ça va être le festival de colliers, ça va être un enfer. Et ça va. La prod a réussi grâce au fait que ce soit les épreuves de confort qui déterminaient qui avait le collier, à atténuer ça parce qu'on pouvait se dire, ok, il a mérité son collier. Comme tu l'as dit, je pense qu'ils auraient dû avoir le choix entre un indice pour un collier ou le confort. Mais il y a quand même des défauts dans le twist. Pour moi, le fait de choisir, il y avait une table à indices, et de choisir parmi les indices le truc, c'était nul, parce que tous les trucs avaient exactement le même indice, et c'est sûr à 100%, il y a des trucs qui ne collent pas quand tu regardes la saison. Des indices qui donnent pour une épreuve qui se passe juste après, mais évidemment que la prod va pas mettre des indices qui sont déjà périmés. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a, c'est des indices qui donnent aussi des indications sur l'île de la Réunif. Et donc, du coup, si tu l'avais eu avant, tu faisais quoi? Tu pouvais pas le chercher. Donc, c'est forcément des indices qui ont été rajoutés après. Donc, cette table à indices est nulle à chier. J'ai trouvé les indices particulièrement nuls aussi. C'est-à-dire que je trouvais que c'était vraiment facile. Pour moi, il y avait trop de colliers, ça c'est une évidence. Ouais. Et pour diminuer ce nombre de colliers, il y avait le truc que tu as dit, c'est-à-dire choisir entre un indice pour un collier ou un confort.
ou alors de faire que les indices étaient plus difficiles ou incomplets et qu'il faille plusieurs indices pour trouver le truc. Donc admettons, Amri remporte la première épreuve de confort, il a un indice, mais il lui manque une information pour pouvoir trouver le collier. Et donc c'est la deuxième personne qui va remporter, une autre épreuve de confort, qui va avoir l'indice complet, qui complète celui d'Amri. Et donc ça force les deux à coopérer, trouver le collier ensemble, et après ils se démerdent sur comment ils le jouent, quoi. Ça aurait forcé la coopération entre les joueurs, surtout si c'était des gens, c'était Amri, Jean, c'était des gens comme ça qui gagnaient les épreuves, ils n'étaient pas dans la même équipe. Donc ça aurait permis de diminuer le nombre de colliers, parce que du coup, un indice n'est pas égal à un collier. Ensuite, ce qu'il fallait, c'était évidemment de ne pas rendre les colliers instantanés. Enfin, c'est une évidence. Jean et Megan, qui avaient gagné le confort plus l'immunité, ils n'avaient même pas à chercher leur collier, vu que leur collier, il périssait, en fait. Donc, ils l'ont cherché vite fait. Mais ils n'en avaient aucun intérêt, parce qu'ils n'avaient plus aucun allié dans le jeu. Enfin, vraiment, ils l'ont pas cherché, en fait. Et c'est dommage que le collier n'ait pas resté et qu'ils puissent pas le chercher après. La prod l'a retiré, en fait, le collier, après l'épisode. Et c'est pourquoi ils ont gagné leur indice, ils ont le droit d'avoir leur collier. Enfin, c'est complètement con. Et c'est dommage parce que je trouve que le cacher des trucs sur les épreuves, mais oui, bien sûr, ils l'avaient fait dans l'île au trésor, c'était trop bien. Ils l'ont refait là, c'était sympathique. Mais bien sûr, cacher des trucs dans la malle, etc., moi, c'est un truc que je veux chaque saison. Ça force les candidats à être un peu curieux et deviner peut-être qu'il y a un truc caché. Quelqu'un qui peut fouiller la malle au début peut se dire ah putain, il y a un collier caché dans la malle, je peux pas aller le chercher parce qu'il faut une clé ou je sais pas quoi, mais je vais la surveiller, tu vois, je vais être attentif à si quelqu'un se rapproche de la malle, quoi. Ça donne toujours des scènes qui peuvent être très cool. Donc moi je suis pour cacher des colliers dans des endroits un peu évidents comme les épreuves, la malle, le bocal de riz, l'eau, etc. Ça, je trouve ça très cool. Et donc, j'ai senti que cette saison était un peu une saison expérimentale, où ils se sont dit, bon, les colliers, ça fait des années qu'ils sont cachés en forêt, sans indice, sans rien. Cette fois, on va essayer de changer un petit peu la forme des colliers en mettant des indices. On peut les gagner avec des épreuves de confort. Ils sont un peu cachés de manière un peu plus étrange. La prod a voulu tenter des choses. Donc, moi, je suis pour qu'ils tentent des choses. Dans la saison, c'était pas incroyable parce que qui dit expérimentation dit à la fois succès et échec. Et donc, un peu too much le nombre de colliers, fallait clairement réduire. Mais sinon, il y a eu quand même de bonnes idées. Il faut qu'ils se limitent à des twists, soit de casting. Les twists de casting, ça marche globalement bien. Les 4 terres, les jeunes versus les vieux. Les twists de casting, ça marche globalement bien. Et les petits twists qui durent pas très longtemps, qui durent juste avant la réunif. Et j'ai l'impression que cette année, c'est un petit twist. Il n'y a pas des objets compliqués, machin. C'est vraiment juste tu es banni. Tu peux t'en sortir en trouvant une petite statuette et en défiant quelqu'un. C'est tout simple et j'espère que ça va fonctionner. Mais voilà, en tout cas, Zakou, merci de cette participation. J'espère que tu as apprécié faire la vidéo. C'était un vrai plaisir, Pixis. Ravi d'avoir fait cette vidéo avec toi. Au plaisir de potentiellement faire autre chose plus tard. Ouais, c'est vraiment cool. En plus, je trouve que tu as vraiment des bons arguments. Contrairement à moi, je ne sais plus réfléchir. Ah, mais non. Non, mais c'est bien dans ce que tu dis. Du coup, il y avait vraiment un côté intéressant, même si honnêtement le débat n'était pas très présent. On était quand même plutôt d'accord souvent. Globalement, vu que les twists, c'est soit vraiment ils sont très bien et tout le monde est plutôt d'accord là-dessus, ou alors ils avaient un beau potentiel, ou soit vraiment catastrophique, il n'y a pas vraiment de débat à avoir, quoi. C'est tout ou rien en général, les twists de Koh-Lanta. Ouais, en tout cas, c'était sympa de parler de ça, parce que ça reste quand même une grosse partie de l'émission ces dernières années, les twists. Et donc, au plaisir, comme tu l'as dit, de faire de prochaines vidéos. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir suivi. J'aurais qu'on se retrouve très bientôt pour la suite. On va se retrouver du coup pour l'épisode final de notre ultime tier list de notre série. J'ai enfin aboutir. Oula, j'ai peur de voir la longueur de l'épisode, mais bon. Ceux qui vont tous enchaîner, bravo à eux. Ah oui, voilà, franchement, vous êtes forts. Hein. Et si vous voulez tout vous enchaîner, vous avez la playlist que je vous mettrai en description. Si vous voulez tout vous regarder d'une seule traite, vous serez vraiment très très fort. En tout cas, voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas également, je ne l'ai pas précisé, d'aller vous abonner à la chaîne de Zakou, même s'il fait plus trop. Oh non, c'est inactif.
Bon, allez vous abonner, on ne sait jamais. Allez voir les débats chez Clem, je suis encore présent. Et la Eh chaîne oui, YouTube, on verra plus tard. également, oui, les débats chez Clem Coco ou Zaku est quand même souvent présent également dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à aller jeter des petits coups d'œil. Certains de ces commentaires qui sont très bien rédigés et très souvent clairs et précis. Je te remercie. Allez, c'est moi qui te remercie. Hein. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!